Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les stratégies d'accélération du PIA 4. Je suis Jean-Philippe Thierry, directeur innovation et industrie du futur chez France Industrie, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Nous espérons, tous les partenaires réunis, qu'il répondra à toutes vos questions sur le sujet. Alors, voici le programme sur la slide qui suit de la prochaine heure et demie. Nous sommes attachés à rendre le webinaire le plus opérationnel possible. Et je passe maintenant la parole au directeur général de France Industrie, Vincent Moulin-Wright, pour le mot d'accueil. Vincent, c'est à vous. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir si nombreux à ce séminaire dont le thème est de découvrir ensemble les dispositifs de soutien à l'innovation du plan de relance qui passe par le quatrième programme d'investissement d'avenir que l'on appelle couramment le PIA 4. Je remercie vivement les organisations partenaires de ce webinaire, l'Association française des pôles de compétitivité, l'Association des sociétés de recherche sous contrat, la NRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, le Comité Richelieu, le réseau des centres techniques industriels, qui assure le développement de l'industrie, développement technique de l'industrie au quotidien, France Innovation et le MEDEF. Alors, selon un baromètre publié récemment, fin septembre, par le cabinet Xerfi, près de 2 tiers des entreprises interrogées ont entendu parler du plan de relance, sans vraiment connaître ces dispositifs. Seuls 27% des entreprises connaissent précisément leurs modalités. Cela démontre la nécessité de nous mobiliser pour faire connaître et promouvoir largement tous ces dispositifs de soutien, notamment auprès des entreprises qui en ont besoin et qui ont un peu moins accès à l'information, que sont les PME et certaines ETI. Mon message est clair. C'est pour ça que nous organisons ce séminaire aujourd'hui, ce webinaire aujourd'hui. N'ayez pas peur de ces dispositifs, même s'ils sont complexes, même s'ils sont nombreux, il y en a forcément un qui peut rendre service à votre entreprise et l'enveloppe que va consacrer le gouvernement à ce PIA 4, 20 milliards sur 5 ans, est quand même éloquente et ce serait dommage de ne pas trouver le moyen d'y participer. Les dispositifs dont nous allons parler aujourd'hui portent, vous l'avez identifié, sur l'innovation dans les secteurs et dans les technologies d'avenir. Et donc, il renvoie à ce qu'on appelle dans le jargon du PIA aux stratégies d'accélération, c'est-à-dire un ensemble d'appels à projets et de thématiques qui vont hanter le PIA. Il y en a une douzaine en préparation et ils se officialisent les uns après les autres. Nous avons besoin de plus d'entreprises qui innovent, pas seulement les grandes, mais aussi les TPE, les PMI et les ETI industrielles. L'innovation est un grand réservoir de croissance potentielle et de croissance économique et de souveraineté industrielle. Nous devons donc collectivement accélérer dans l'innovation. Et je rappelle qu'à ce titre, l'industrie, c'est 80% de la recherche privée française. Donc cette innovation, elle est bien sûr technologique, mais elle peut être aussi servicielle. L'innovation d'aujourd'hui décide notre avenir et contribue à répondre à de multiples enjeux, tels que tous les défis du quotidien, pour lesquels l'industrie présente des solutions. Les défis de la santé, de la mobilité, du logement, de la communication, de la sécurité ou de l'alimentation. Et évidemment, des défis qui s'inscrivent dans la transition écologique, énergétique et technologique qui s'impose à nous. Le PIA 4, à travers ces stratégies d'accélération dont nous parlions, est une opportunité pour vous, les acteurs économiques, d'être soutenus dans vos projets d'investissement en CAPEX. Ce webinaire a été conçu pour exposer ce qu'il faut concrètement savoir pour en tirer le meilleur profit pour vos entreprises. Il se veut le plus pratique et concret possible. C'est pour ça que je remercie nos intervenants et je remercie Jean-Philippe d'avoir coordonné son organisation. Nos intervenants viendront apporter leurs conseils sur la façon de recourir au dispositif du PIA, de préciser vos attentes
et notamment et aussi celle des opérateurs publics qui pilotent ces dispositifs. Nous avons pour cela prévu des interventions du SGPI, le Secrétariat général pour l'investissement, de la DGE, la Direction générale des entreprises, et de BPI France, qui sont des opérateurs ou des administrations en charge de piloter ces appels d'offres et permettront de partager l'expérience, notamment de 2 lauréats de ces appels à projets, à travers les témoignages d'Olivier Boisteau et de Jean-Luc Baudouin, représentant les entreprises Clean Biologics, et Adéonis, qui œuvrent dans le domaine de la santé et de la 5G. L'ensemble de ces intervenants seront à votre disposition. Ils répondront à vos questions, des questions très pratiques. Quel intérêt pour mon entreprise d'aller dans ces dispositifs? Quel type de subvention ou d'avance remboursable? Quel taux de subvention puis-je espérer? Quel taux de succès puis-je espérer dans la sélectivité de ces dispositifs? Comment et quand candidater et combien de temps y consacrer? Vous verrez que les dossiers d'appel à projet sont parfois lourds, mais il y a la contrepartie, lorsque le taux de succès est bon, d'avoir un fort soutien. Comment être bien accompagné et comment accéder à l'information, avec quel point de contact. Voilà, autant de questions que nous allons essayer de solutionner ensemble ce matin. Et je laisse la parole aux intervenants et je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Merci Vincent. Nous accueillons maintenant Géraldine Levaux du secrétariat général pour l'investissement et Benjamin Delosier de la direction générale des entreprises. Géraldine, Benjamin, je vous laisse vous présenter et introduire le webinaire en nous apportant quelques précisions sur le PIA 4 et ses différentes stratégies d'accélération. Géraldine, je vous laisse commencer si vous êtes là. Il semblerait que... Ah, super, bienvenue. Bonjour à tous. Je présente très rapidement, mais c'est écrit sur les slides. Géraldine Levaux, je suis secrétaire générale adjointe pour l'investissement, le SGPI en charge de la politique d'investissement de l'État et de la gestion particulièrement du programme d'investissement d'avenir. Je voulais remercier France Industrie et toutes les organisations qui se sont mobilisées pour organiser ce webinaire, parce que le PIA n'a de sens que si il touche les bénéficiaires attendus que sont les laboratoires de recherche, les entreprises, les collectivités. Donc merci à tous d'avoir contribué à l'organisation de ce webinaire ce matin. Alors, le PIA 4, enfin le PIA en général et le PIA 4 en particulier, je vais être assez rapide, je vais éviter de vous abreuver de chiffres. Le PIA a 11 ans maintenant et le programme d'investissement d'avenir, il est issu du rapport remis par deux anciens premiers ministres, Michel Rocard et Alain Juppé, en 2009, qui, suite à la crise de 2008, ont proposé de faire un programme spécifique pour faire des investissements risqués, que ce soit dans l'enseignement supérieur, dans la recherche et l'innovation, avec pour but pas seulement de financer tous les écosystèmes, mais aussi de les transformer. Depuis, on a eu 4 générations de PIA. Donc, le premier, il était exceptionnel, il était doté de 35 milliards d'euros. Et puis, on a eu ensuite un PIA 2 à 10 milliards, un PIA 3 à 10 milliards en 2017. Et ce PIA 4 qui est doté de 20 milliards d'euros. Le gouvernement a décidé de renforcer l'effort pour ce 4e programme d'investissement d'avenir par rapport aux 2 précédents parce que nous étions en pleine crise et que c'était opportun que les entreprises françaises et nos laboratoires de recherche ne prennent pas de retard dans la compétition internationale. Et donc, pour contribuer à l'effort de relance, le PIA 4 a été doublé par rapport à ce qui était prévu initialement et donc doté de 20 milliards d'euros sur 5 ans. Sur ces 20 milliards d'euros pour répondre à 3 enjeux, la compétitivité de nos entreprises, la transition écologique et la résilience et la souveraineté de notre économie. Le PIA, comme je vous le disais, c'est aussi d'avoir un effet transformant pour les bénéficiaires. C'est pour ça qu'on procède uniquement, enfin pas uniquement, principalement par grands appels à projets et qu'on n'est jamais sur du 100% public. Et il faut
faut qu'il y ait un effet levier avec les financements privés, avec des cofinancements publics qui peuvent être notamment des financements européens. Et c'est un sujet sur lequel on va renforcer l'intervention française pour mieux articuler nos programmes avec notamment le programme Horizon Europe. Voilà, donc c'est 20 milliards d'euros sur 5 ans. Très rapidement, ces 20 milliards d'euros, ils se divisent en… Alors, sur les slides, c'est en 2 poches, mais moi, par facilité de langage, je dis que c'est 3 poches. Une de 2,5 milliards d'euros qui est une poche de fonds propres dans lequel on va réinvestir dans des fonds d'investissement qui sont principalement gérés par BPI-France, mais qui peuvent aussi être gérés par l'ADEME et qui sont… pour lequel on intervient soit en fonds directs, soit en fonds de fonds. Donc, on a contribué notamment via le Fonds national d'amorçage à la structuration des fonds d'investissement français. Comme exemple, Elaya qui finance quelques licornes. Donc, on a… Alors, vous pouvez revenir sur la slide d'avant parce que ça diffuse trop vite. Je ne parle pas assez vite, pardon. Sur la slide avec les poches financières. Et donc, 2,5 milliards d'euros de fonds propres, 7,5 milliards d'euros pour financer l'innovation dite structurelle. Donc là, on finance des projets non thématisés. Je vais surtout m'attarder sur les 3 milliards d'euros dédiés aux entreprises et puis je vais passer rapidement sur les financements des écosystèmes d'enseignement supérieur et de recherche, même si les entreprises sont grandement intéressées par ces sujets. 3,5 milliards d'euros d'aide à l'innovation des entreprises. Ces sommes sont confiées à BPI-France et donc je crois que Julie intervient ensuite pour expliquer comment ça fonctionne, mais sur lequel il y a toutes les aides qui sont distribuées par les délégations régionales de BPI-France, sur lequel il y a nos concours d'innovation qui sont maintenant un dispositif bien connu des entreprises et pour lequel on organise 2 vagues par an, et puis poche grâce à laquelle on finance aussi un dispositif qui s'appelle IDEMO. Alors vous connaissiez peut-être les appels PSPC qui précédaient dans les PIA précédents ou les démonstrateurs de l'ADEME. On a décidé de fusionner ces 2 dispositifs pour financer des démonstrateurs dans ce PIA. On a également 10 milliards d'euros et c'est l'objet de notre webinaire ce matin, pour lequel l'État a décidé de financer des thématiques prioritaires sur toute la chaîne de valeur de l'innovation. Et donc, on aura une vingtaine de stratégies à terme, mais aujourd'hui, on en a annoncé une grosse dizaine. Sur ces stratégies, on a décidé d'intervenir de façon un peu différente de la façon de procéder, j'allais dire, de l'État. C'est aussi un outil de transformation de l'État, les stratégies. Et donc, on a élaboré des dispositifs de soutien qui vont du laboratoire de recherche à la première usine, en passant par la formation professionnelle, le financement de tiers-lieux quand c'est nécessaire, de la maturation technologique. Et donc, on peut prendre un exemple qui est peut-être plus éloigné de vos préoccupations du jour, mais la stratégie nationale quantique qui a été annoncée par le président au mois de janvier, sur lequel on finance et un gros programme de recherche, puisqu'il est doté de 150 millions d'euros, mais on va aussi financer des startups, de la maturation technologique pendant 5 années. L'idée, c'est vraiment… pourquoi on a décidé d'investir sur toute la chaîne de valeur, c'est vraiment pour que l'effet transformant il soit massif. Aider les entreprises, c'est très bien et on fait énormément, mais pour ne pas prendre de retard technologique, il faut aussi aider les laboratoires de recherche à faire émerger de briques. Il faut surtout les aider à transférer. On a fait des progrès en France sur le transfert de technologie et la valorisation de la recherche, notamment grâce à l'intervention des PIA précédents. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, l'idée, c'est vraiment de massifier, de faire en sorte que les chercheurs qui travaillent sur une thématique et que les entreprises qui travaillent sur les mêmes sujets se connaissent, que les entreprises soient prêtes à accueillir les innovations qui sont développées dans nos laboratoires, que les jeunes et moins jeunes, les salariés, soient formés aux nouveaux métiers induits par ces technologies. Et c'est pour ça qu'il y a un financement quand même conséquent, puisque c'est 10 milliards d'euros sur 5 ans. Benjamin vous expliquera ensuite comment on a choisi ces thématiques
ces dernières années. C'est aussi un gros travail interministériel, puisque certes, nous avons au SGPI la responsabilité du programme d'investissement d'avenir, mais tous les ministères sont mobilisés pour travailler sur ces thématiques, puisqu'on touche aussi bien les industries culturelles que l'agriculture, que l'hydrogène. Et donc, l'idée, c'est vraiment de construire aussi avec vous, puisqu'on a largement consulté les écosystèmes. On a essayé de construire des outils qui répondent à vos besoins. Voilà. Et donc, maintenant, on espère que vous allez vous en saisir. Je remercie les deux entrepreneurs qui vont témoigner de l'utilité ou des difficultés, je ne sais pas encore ce que vous allez dire, de l'aide apportée par ce pays à 4. Voilà, je ne suis pas plus longue, je l'ai déjà été beaucoup trop. Merci beaucoup. Bonjour. Merci Géraldine. Benjamin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis Benjamin Delosier, le chef du service compétitivité, innovation, développement des entreprises à la DGE. Je vais prendre la suite de Géraldine comme elle l'introduisait et vous expliquer un peu le process qui a conduit à déterminer les stratégies d'accélération. Avant, évidemment, je voulais aussi remercier France Industrie et l'organisation de ce séminaire qui me paraît absolument essentiel. Comme on va le voir, l'important maintenant, c'est de rentrer dans l'action et on compte sur vous pour participer ensuite à ces stratégies. Donc, comme le disait Géraldine, il y a deux blocs dans le PIA. Un bloc structurel, donc là, il n'y a pas besoin de choisir des thématiques, et puis un bloc dirigé. Et une question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on choisit les stratégies d'accélération, les thématiques d'un bloc dirigé quand on a une politique d'innovation verticale. La partie critique, c'est vraiment le choix des technologies ou des thématiques concernées. En fait, ça s'est fait autour de trois blocs, je dirais, analyse, concertation et action. Analyse d'abord, la première étape, ça a été une analyse prospective comparative, qu'on a appelé les travaux marché clés essentiellement. On a produit une analyse prospective des marchés à fort potentiel de croissance à horizon 2025, voire 2030, en lien avec les enjeux sociétaux de santé, agroalimentaire, numérique, de transition écologique, d'éducation. Pour faire ça, la DGE avait mobilisé les comités stratégiques de filière, les écosystèmes de recherche et d'innovation, et notamment les pôles de compétitivité, les IRT-ITE, les SAT. C'est la première étape de la partie d'analyse prospective. Sur cette base, il y a des analyses des capacités des écosystèmes français à se positionner sur ces marchés qui ont été menées, dites SWOT. Et puis en comparaison aussi avec les initiatives des principaux pays concurrents en matière de politique industrielle. Et la troisième étape de cette première partie d'analyse, c'était aussi l'identification des marchés sur lesquels une intervention de l'État se justifiait. Quelles sont les failles de marché qui justifient que l'État intervienne? Quels sont les enjeux sociétaux qui justifient que l'État intervienne? Est-ce qu'il y a des enjeux en termes de souveraineté? Est-ce qu'il y a des enjeux en termes de barrières réglementaires? Ça, c'est l'ensemble de ces démarches, c'est le premier bloc d'analyse. Ensuite, on a mené une phase qui est essentielle de concertation. D'abord, il y a une mobilisation de personnalités qualifiées pour éclairer l'orientation de la politique sur la base de ce que avaient montré les travaux d'analyse, avec un collège d'experts présidé par Benoît Potier, composé de fédérations, de France Industrie, d'ONG environnementales, d'économistes, etc., pour éclairer cette orientation. Puis, et Géraldine l'a bien redit, des travaux interministériels de conception des stratégies. C'est pas, comme elle l'a rappelé, on a une forte diversité en termes de champs. Et donc, dans cette phase-là, on a une concertation interministérielle importante, impliquant aussi les opérateurs de l'État, l'ADEME, BPI-France, l'ANR, la Caisse des dépôts. Et puis ensuite, ça c'était, j'ai envie de dire, au niveau méta, au niveau agrégé, on est descendu stratégie par stratégie. Et là, il y a eu des consultations des écosystèmes pour aller discuter des mesures identifiées, discuter de leur calibrage financier, et puis pour ajouter des idées supplémentaires en matière de mesures apportées. Voilà, donc une longue phase de concertation.
Et on arrive à la partie action. Ça, c'est la slide suivante, c'est ça, où on voit les stratégies d'accélération qui ont déjà été annoncées. Alors, certaines récemment, par exemple sur santé numérique, sur biothérapie, bioproduction, maladies infectieuses et émergentes. Ça a été annoncé dans le cadre d'un événement autour de la santé fin juin. Mais cette slide reprend l'ensemble des stratégies d'accélération annoncées, du quantique, cybersécurité, de la 5G et des futures technologies de réseaux de télécommunications, l'enseignement et numérique, les solutions pour la ville durable et bâtiments innovants. Donc on voit bien le caractère interministériel dont je parlais est très divers, et la diversité des enjeux et des défis sociétaux qui sont abordés. La recyclabilité et le recyclage et la réincorporation des matériaux recyclés, l'hydrogène décarboné, et puis le bloc santé, j'en ai déjà parlé. Donc maintenant, on est dans cette phase d'action, après des longs travaux préparatoires. La phase d'action a commencé. Et c'est pour ça, je pense que ce séminaire est très utile pour que, notamment la partie suivante, on puisse vous donner tous les détails utiles sur les modalités opérationnelles pour y participer. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je passe maintenant la parole à Clément Jacquimy du secrétariat général pour l'investissement, à Christophe Strobel de la direction générale des entreprises et à Julie Baudet de BPI France. Tous les trois interviennent en qualité d'opérateurs publics du programme d'investissement d'avenir. Clément, Christophe, Julie, pourriez-vous nous dire quel est l'intérêt pour les entreprises de candidater et quels conseils pourriez-vous leur apporter? Clément, je te laisse la parole. Alors, je vais laisser Christophe prendre la main et je reprendrai le relais. Ça marche. On a interverti. Très bien. Bonjour à tous, merci Jean-Philippe, merci Clément. Je suis Christophe Strobel, directeur de projet Innovation de rupture à la DGE, dans le service piloté par Benjamin Delosier, qui nous a expliqué toute la phase amont pour concevoir ces stratégies d'accélération. De concert avec mon collègue du SGPI, Clément Jacquimy, on va entrer dans les détails, vous expliquer comment concrètement se caractérisent et s'animent ces stratégies d'accélération, où trouver l'information, et ensuite au niveau de notre collègue Julie Baudet de BPI France, elle vous expliquera concrètement quelle est la procédure de sélection des différents projets. En préambule, j'aimerais rappeler l'essence même des stratégies d'accélération, qui est de concevoir des plans d'action sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation. De fait, elles sont conçues dans une approche totalement systémique, en intervenant sur l'ensemble des maillons, en lançant des programmes prioritaires de recherche, en s'assurant que ces programmes se transforment ensuite en création d'entreprises, en programmes collaboratifs entre la recherche, les laboratoires de recherche et les entreprises, que ces projets puissent ensuite croître, être accompagnés sur la durée. Il y a des leviers à la fois financiers, comme vous l'avez compris, et on va vous expliquer, mais également des leviers extra-financiers, comme des mesures pour fédérer les acteurs entre eux, créer des hubs. C'est le cas notamment sur la stratégie d'accélération cybersécurité qui prévoit un campus cyber. Ça peut être des mesures également d'accompagnement vers l'internationalisation et la levée de verrous réglementaires. Voilà pour vous donner un peu l'explication de ce qu'est une stratégie d'accélération, un plan d'action intégré, systémique, en intervenant sur tous les maillons. La cheville ouvrière pour la mise en place de ces différents leviers, c'est ce qu'on appelle le coordinateur d'une stratégie d'accélération. C'est une personne bien identifiée qui est rattachée au secrétariat général pour l'investissement et qui a pour rôle d'animer, de mettre en œuvre, de piloter l'ensemble de ces actions. Donc, il a un rôle par essence interministériel. Il coordonne et anime tous les groupes qui participent à la construction et à la mise en œuvre des stratégies d'accélération. Il est là pour concevoir, calibrer les différents appels à projets, s'assurer qu'ils sont bien dans l'objectif qui
correspondent bien à l'objectif fixé initialement dans les stratégies d'accélération, les thématiques visées, le périmètre. Il s'assure également du bon montage de ces appels à projets par rapport à la finalité recherchée. Il a un rôle ensuite de coordination, outre les équipes interministérielles avec les opérateurs, BPI France naturellement, mais également les autres qui peuvent être mobilisés en fonction des appels à projets, comme l'ADEME ou également l'ANR pour tout ce qui relève de la recherche fondamentale. Il a un rôle fondamental. Le coordinateur a un rôle essentiel en matière d'animation des écosystèmes. C'est lui qui peut relayer les différents AMI, appels à manifestation d'intérêt et appels à projets auprès des acteurs compétents, que ce soit les pôles de compétitivité, que ce soit les réseaux, Curie, ANRT ou autres, c'est-à-dire à tous les participants à ce webinaire. Il est là aussi pour accompagner les projets majeurs, s'assurer qu'ils trouvent des débouchés, s'assurer qu'ils puissent ensuite être rapprochés des appels à projets européens dans une logique de complémentarité. Le coordinateur a enfin un rôle de reporting, s'assurer que les impacts recherchés sont bien atteints, s'assurer que derrière, il y a des emplois qui sont créés, une implantation régionale, et qu'il y a bien ce chaînage vertueux de la recherche vers l'industrialisation. Je passe la main à mon collègue Clément qui va vous expliquer, à partir de ce que je viens de décrire, en fait, où trouver l'information pertinente pour les différents appels à projets et appels à manifestation d'intérêt. Je vous remercie. Merci Christophe. Je me permets de ne pas mettre la vidéo puisqu'apparemment on a des problèmes de bande passante. J'espère que vous nous entendrez mieux. Donc on a effectivement, vous avez très bien présenté préalablement qu'est-ce qu'une stratégie d'accélération, comment ça s'intègre. Maintenant, où est-ce qu'on trouve l'information? Globalement, vous avez deux façons de trouver cette information. Systématiquement sur le site du gouvernement. Donc, vous voyez le site affiché plutôt pour une entrée par dispositif. Et donc là, vous allez avoir les thématiques qui vont être subdivisées. Donc, vous voyez sur la partie gauche, transition écologique et énergétique, santé du futur, valorisation de la recherche, etc. Donc, vous pourrez trouver par cet intermédiaire l'ensemble des appels à projets, qu'ils soient spécifiques à une stratégie d'accélération, voire même sur le volet structurel. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du concours Innov ou de IDEMO. Tout cela est regroupé. Cela vous permet sur votre thématique, quand vous êtes par exemple un pôle de compétitivité sur le numérique, d'avoir normalement dans un seul endroit l'ensemble des choses qui en gros vous concernent. Donc que ce soit pour une structure intermédiaire, ça vous permet d'identifier globalement plus facilement vos thématiques, les appels à projets qui vous concernent, mais aussi quand vous êtes une PME, une start-up ou une ETI, de pouvoir également globalement avoir un premier tri et vous concentrer sur les quelques appels à projets qui vous concernent. Il y a une deuxième entrée possible. Là, on est plutôt sur une entrée type appel à projet. C'est l'entrée par les stratégies d'accélération, donc sur le même site, gouvernement.fr, et au lieu de les dispositifs du PIA, c'est stratégie d'accélération. Globalement, si dans Google, vous tapez GPI, stratégie d'accélération, vous tombez directement dessus. Et ça vous permet, cette fois-ci, non pas d'avoir une entrée par appel à projet, mais une entrée par stratégie d'accélération. Et donc là, vous aurez naturellement les appels à projet, mais également des informations complémentaires sur le qui fait quoi. Christophe parlait du coordinateur, donc vous pouvez retrouver les informations sur le coordinateur ou la coordinatrice. Et vous trouvez également quelques détails sur les mesures phares de la stratégie, ce qui est toujours utile pour comprendre un peu comment s'intègre finalement la dynamique de votre entreprise par rapport à la stratégie, et aussi donc du coup pour avoir une visibilité sur comment la stratégie va pouvoir vous accompagner sur plusieurs années. L'ambition étant de pouvoir vous donner cette visibilité. Donc en synthèse, on a vraiment deux entrées possibles. La plus simple étant celle dans le lien, donc le PowerPoint vous sera envoyé, il vous suffira de cliquer dessus pour avoir une entrée par dispositif. Et la deuxième, plutôt par stratégie, qui là vous permet d'avoir les informations sur votre stratégie, celle des stratégies qui vous intéressent par rapport à votre entreprise et à votre activité. Peut-être dans la slide suivante, très rapidement, avant de laisser la main à BPI France,
On a ici un exemple de quelques types d'appels à projets opérés par différents opérateurs, mais l'idée étant que désormais, on arrive dans une phase où la construction des stratégies, sans être terminée, arrive plutôt sur la fin. Et on va être dans la déclinaison. Les appels à projets vont se multiplier. En tout cas, il va y en avoir sur l'ensemble des stratégies. Et donc, les choses vont globalement se lancer. Donc, il faut que vous soyez, entre guillemets, sur le site à vérifier régulièrement les sorties des appels à projets, que vous puissiez les relayer quand vous êtes une structure, par exemple un pôle de compétitivité, à l'ensemble de l'écosystème. Et même quand vous êtes une entreprise, vous pouvez suivre plus spécifiquement sur votre stratégie. Je vais laisser du coup la main à Julie. Vous voyez, on va progressivement de plus en plus dans le détail, qui pourra vous expliquer comment ça fonctionne pour BPI France, mais globalement pour les opérateurs, dans le cadre d'une stratégie, un projet et ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez faire en tant que régime d'aide et comme bénéfice voilà, des stratégies d'accélération. Oui, bonjour à tous. Je remercie France Industrie de m'avoir invité à ce webinaire. Donc moi, je suis Julie Baudet, je suis responsable du pilotage des programmes chez BPI France. Donc plus précisément, je travaille à la direction de l'expertise, qui est une direction qui est dans le métier innovation de BPI France, et au niveau central de BPI France, c'est-à-dire qu'on traite les entreprises de toute la France. Alors, je vais essayer aujourd'hui de vous présenter le cas général et tous les dénominateurs communs qui ont trait aux modalités pratiques qui sont issues des stratégies d'accélération en termes de financement. Vous l'avez vu, il y a plusieurs stratégies d'accélération. Chaque stratégie d'accélération a vocation à donner naissance à plusieurs appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt. Et forcément, étant donné que les stratégies d'accélération sont issues de certains secteurs, il y aura des spécificités, mais l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vous donner voilà, les grandes lignes et les dénominateurs communs pour vous aiguiller et vous renseigner sur ce qui va se passer concrètement pendant les 5 prochaines années. Donc effectivement, les stratégies d'accélération, les appels à projets, ils vont s'adresser systématiquement à des entreprises qui vont être soit des PME, soit des ETI, soit des grands groupes. Évidemment, il pourra y avoir des spécificités, mais la cible est assez grande. On va adresser à la fois des projets individuels, mais aussi des projets collaboratifs. On va même aussi avoir des dispositifs de financement spécifiques. Je pense à des appels à projets qui vont permettre de financer, par exemple, des outils collaboratifs ou des plateformes mutualisées ou même des challenges avec des grands donneurs d'ordre qui vont chercher des entreprises lauréates pour répondre à leurs problématiques. Donc vraiment tout type de dispositifs de financement, mais qui vont toujours porter sur, en priorité, comme l'ont dit les différents intervenants juste avant, des projets de R&D et d'innovation avec de fortes retombées économiques qui sont attendues à la fois pour les entreprises et pour le territoire français. Et donc très souvent, la visée industrielle va être recherchée. Donc concrètement, les appels à projets des stratégies d'accélération, ils vont être lancés au fil de l'eau, donc au fur et à mesure. Là, on l'a vu, déjà une douzaine de stratégies d'accélération en marche. Il y en aura donc en tout, en rythme de croisière, une vingtaine. Chaque appel à projet, lui, va donner lieu à plusieurs relevés de dossiers, ce qui va permettre aux entreprises en fait de pouvoir postuler à différents moments de l'année. Et surtout, un point important, chaque appel à projet, sinon ça paraît évident quand on le dit, mais aura un cahier des charges spécifique et sera disponible sur le site de bpifrance.fr. Donc évidemment, comme l'a expliqué Clément, on peut entrer sur le site de la direction, du SGPI pour avoir accès aux stratégies d'accélération et ensuite vraiment les modalités pratiques, les cahiers des charges sur le site de bpifrance.fr. Donc, comment ça va se passer concrètement en termes de processus de sélection? Donc, pareil, je vais vous parler du cas général, mais bon, là, ça va quand même concerner la très grande majorité des projets. Vous montez votre dossier, vous pouvez poser vos questions auprès de BPI France, on fait un accompagnement un peu personnalisé, et ensuite vient le dépôt de votre dossier de demande d'aide.
Ce dépôt, il va enclencher une étude sur le dossier papier qui permet de faire un premier filtre, filtre qui va se faire donc par l'État et qui va permettre d'inviter un certain nombre d'entreprises à présenter leur projet en audition. Donc vous passez à l'oral devant un jury d'audition, vous présentez votre projet, le jury d'audition peut poser ses questions, vous apportez des réponses et là on sait si votre dossier va passer un deuxième filtre qui permet d'aller en approfondissement sur votre projet et d'aller échanger avec des experts de Bpifrance, des experts ministériels, des experts externes. Vous pourrez être en mesure de fournir des compléments de dossier pour permettre à Bpifrance d'avoir une proposition d'aide à faire à l'État qui va venir donc prendre sa décision de financement pour pouvoir ensuite laisser Bpifrance conventionner. Donc en général, on a un délai moyen constaté de 4 mois entre le dépôt de votre dossier de demande et la décision de financement. Ça, c'est le processus, on va dire, un peu classique à partir d'un dossier complet. Je reviendrai après sur les éléments du dossier complet. Le deuxième type de processus auquel vous pouvez être confronté, c'est celui avec un pré-dépôt et donc un pré-dossier. Au départ, on vous demande simplement un dossier simplifié. Vous avez le même type de présélection qui suit. Et en revanche, évidemment, à l'issue des auditions, on vous demande de compléter votre dossier. On vous laisse un certain délai pour le faire. Et ensuite, on a les mêmes étapes qui se suivent. Donc forcément, là, le délai constaté est un petit peu plus important, mais il permet aussi de n'avoir à préparer son dossier complet qu'à l'issue d'une première présélection. Enfin, de 2 présélections, pardonnez-moi. Donc ça, c'est le processus de sélection. Comme ça vous permet d'y voir un peu plus clair en termes de calendrier et puis d'étapes différentes. Sur la slide suivante, voilà, sur la slide suivante, bon, elle est assez complète cette slide, mais l'idée c'est de vous donner vraiment les conditions et notamment les intensités des aides maximales auxquelles vous pourrez avoir droit. Donc effectivement, je précise bien que là, je vous donne les intensités maximales. Ces intensités, elles pourront être différentes selon à l'intérieur des cahiers des charges, donc il faudra toujours absolument se référer au cahier des charges en question. Donc l'idée, c'est que on va venir regarder la taille de votre entreprise et ce taux va varier en fonction de la taille de votre entreprise. Donc c'est pour ça que vous voyez dans les colonnes petite entreprise, moyenne entreprise, donc jusqu'à 250 salariés, et ensuite les ETI et les grands groupes sont dans notre colonne. On va venir financer la recherche industrielle et le développement expérimental dans vos projets d'innovation. La recherche industrielle, c'est toutes les dépenses qui vont en général se positionner avant le prototypage. Pour ceux qui sont familiers avec l'échelle TRL, c'est avant l'échelle TRL 6. D'accord? Donc c'est ce qui nécessite un véritable saut de connaissances par rapport à l'état de l'art existant. Alors que le développement expérimental se situe en général, on va dire, après le prototypage, dans des échelles TRL qui sont entre 6 et 8. Et là, vous allez tester, vous allez développer, vous allez qualifier votre prototype pour le faire, pour le rendre, pardon, excusez-moi, industrialisable et donc pré-commercialisable. Donc vous voyez bien que c'est selon effectivement le risque, le taux varie et selon la taille de l'entreprise, les taux varient également. Certaines stratégies d'accélération, certains appels à projets vont aussi inclure le financement, le soutien d'investissements industriels. Donc ça, il faudra aussi se référer évidemment au cahier des charges. Donc là, c'est vraiment l'investissement productif qui est financé et on a ce qu'on appelle un différentiel de taux en fonction d'un zonage AFR, c'est de l'aide à finalité régionale, ça dépend de la domiciliation de votre entreprise. Tout ça, qu'il s'agisse de la zone AFR, du développement expérimental, de la recherche industrielle, c'est un travail qui est fait par Bpifrance, c'est Bpifrance qui vient déterminer quelle dépense dépend de telle catégorie, est-ce que votre entreprise est une PME, est-ce que votre entreprise est en zonage AFR, c'est vraiment le travail d'instruction de Bpifrance de déterminer ces taux. Mais ici, ça vous donne une idée quand même un petit peu pour vos plans de financement respectifs. J'ai également inclus les taux de financement qui concernent les organismes de recherche et les collectivités locales si elles sont concernées par les appels à projets. Dans tous les cas, globalement, qu'est-ce qu'on vient financer et à partir de quand? On vient financer
tous les salaires de personnel interne qui sont liés au projet. Donc à chaque fois, c'est toujours se demander est-ce que la dépense que je viens présenter est directement liée à mon projet. En général, on prend je dirais la majorité des dépenses qui sont liées au projet. C'est vraiment très spécifique quand une dépense n'est pas éligible. Et quand est-ce que ces dépenses sont éligibles? C'est-à-dire qu'à partir de quand vous pouvez nous présenter des coûts qui vont pouvoir être soutenus. Ça, c'est important. C'est à compter du lendemain du dépôt du dossier complet. Donc ça, c'est très important. C'est dans mon exemple, quand je parlais tout à l'heure des processus de sélection, c'est pas au niveau du pré-dossier, hein, j'insiste, c'est au niveau du dossier complet. Donc c'est très souvent quand on vous demande de déposer les éléments administratifs. Ça, c'est l'indice de c'est un dossier complet. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour votre, voilà, pour votre plan de financement. Juste un dernier point, vous voyez qu'il y a une petite étoile hein, sur le cadre d'une collaboration effective. C'est quand vous êtes dans un dossier collaboratif, nous, on peut effectivement majorer votre taux d'aide à la condition d'être dans une collaboration effective. Et celle-ci, elle se définit par deux critères. Soit vous collaborez entre deux entreprises, mais il y en a une qui supporte forcément moins de 70% des dépenses du projet total, ou alors vous avez une entreprise et un organisme de recherche à la condition que cet organisme de recherche il puisse diffuser ses connaissances, hein, il a le droit de diffuser, de publier les résultats en fait de ses propres recherches et qu'il supporte au moins 10% des dépenses du projet. Voilà pour les dépenses éligibles et les taux d'aide maximaux applicables. Sur la slide suivante, je vous parle plus des modalités de financement et de mise en œuvre. Donc, on a vu l'intensité d'aide, hein, donc ça c'est le taux d'aide auquel vous avez droit. Et ensuite, il y a à quelle modalité d'aide j'ai droit. Donc, comment se définit l'aide en question. Donc, l'aide en général sur les stratégies d'accélération, c'est toujours un mixte entre subvention et avance récupérable. Et on vient moduler en fait la proportion de subventions et d'avances récupérables selon le risque qui est pris par le projet. C'est pour ça que je vous indique qu'on ira jusqu'à 75% de subventions si on considère que votre projet il est il relève majoritairement de recherche industrielle. Donc ça a trait à ce que je disais juste avant hein, sur le niveau de risque et le niveau de TRL, le niveau de maturité, d'avancée de maturité de la dépense. Et on ira jusqu'à 60% de subventions si, à contrario, votre projet il est majoritairement plutôt développement expérimental, c'est-à-dire qu'il se situe plus proche du marché. De manière générale, avec BPI-France, une fois que vous avez votre décision de financement, hein, comme je l'ai expliqué sur le process de sélection, on viendra avec vous contractualiser l'aide. La contractualisation, elle se fait avec BPI-France. On va déterminer avec vous le versement de l'aide. Donc, en général, on fait une avance sur trésorerie pour vous permettre de démarrer le projet. Et on vient verser ensuite, au fur et à mesure du projet, sur des étapes clés du projet. Donc, on va vraiment essayer de se coller à votre réalité de gestion de projet. On fera des réunions de suivi et des reportings réguliers avec vous. Et on suivra des indicateurs d'impact du projet. On le verra après, hein, impact environnemental, impact économique, impact sociétal du projet. Et globalement, sur l'avance récupérable, je dirais qu'on se cale sur des conditions... Enfin là, j'ai mis vraiment les conditions qui sont... en général, celles qui sont appliquées, on vient faire un remboursement forfaitaire entre 2 et 5 ans, toujours après votre projet et toujours en général maximum avec un différé de 2 ans. Entre 1 et 2 ans le différé, mais toujours après votre projet. Et on fixe pareil avec vous un échéancier de remboursement qui est forfaitaire. Voilà sur les modalités de financement. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Alors, comment préparer son dossier de candidature? Donc ça, c'est très important. Ce qui est bien, c'est qu'on met à disposition des canevas de dossier de candidature sur la page de l'appel à projet BPI-France, où vous trouvez le cahier des charges, vous trouvez aussi le canevas. Le canevas est complet, donc il peut parfois faire un petit peu peur, mais pour le coup, il est justement très détaillé et si vous le suivez, ça vous fait, à mon avis, gagner du temps parce qu'on vous guide réellement dans le remplissage. Donc la structure classique d'un dossier complet, c'est toujours je présente mon projet, hein, donc dans une présentation, vous présentez aussi le porteur, le consortium, le cas échéant.
Il y a une base de données budgétaires qui nous permet d'avoir le devis, c'est-à-dire vos dépenses. Elles sont détaillées, elles contiennent toutes les dépenses des partenaires. Il y a un élément très important, c'est la grille de l'impact, la grille d'impact du projet. Donc, c'est l'impact environnemental, sociétal et l'impact en termes de digitalisation, de transformation numérique du projet. Donc, ça concerne en fait le projet dans son ensemble. Et après, le porteur ou chaque partenaire d'un consortium va venir déposer des documents qui vont être économiques, administratifs, financiers. Donc, vous avez le détail dans les dossiers de candidature. Voilà, chaque annexe vraiment est détaillée et si on la remplit, normalement, on arrive à quelque chose de tout à fait complet. Dans tous les cas, tous nos dossiers de candidature, ils sont déposés sur une plateforme sécurisée, dématérialisée, qui est aussi indiquée en fait sur le site internet. Donc vous préparez tous ces éléments et après vous pouvez les télécharger dans une plateforme sécurisée qui est l'extranet des projets innovants collaboratifs. Voilà pour le dossier de candidature. Et je terminerai juste par quelques conseils pour essayer de maximiser les chances de succès. Donc ça peut paraître assez évident, mais en fait le cahier des charges est autoporteur, c'est-à-dire que le cahier des charges contient absolument tous les critères de sélection et toutes les conditions. Donc il n'y a pas de grille cachée d'évaluation ou quoi, tout est transparent dans le cahier des charges. Donc vraiment, le cahier des charges, c'est vraiment c'est la pièce maîtresse en fait pour pouvoir répondre. Évidemment, si vous avez des questions sur l'interprétation d'éléments du cahier des charges, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Ensuite, le deuxième élément, c'est le canevas de dossier détaillé. Donc effectivement, le canevas, il est complet, mais si on le suit, ça permet vraiment d'avoir une réponse qui est tout à fait éligible, étudiable par l'État et par BPI-France. Donc tous les modèles sont mis à disposition. Pareil, la moindre question, on pourra vous répondre. Un point très important, je pense que ce sont les critères d'impact. Il va falloir vraiment à chaque fois défendre dans votre projet quel est l'impact économique de mon projet, quel est l'impact environnemental, quel est l'impact sociétal, quel est l'impact en termes de transformation numérique et en termes humains pour le projet. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont très, très importants pour pouvoir être évalués positivement et pouvoir accéder aux aides. Et j'ajouterai un point de contact qui est unique du coup pour les stratégies d'accélération. Donc, il ne faut pas hésiter à nous mettre dans l'objet du mail quelle stratégie ou quel appel à projet pour qu'on puisse beaucoup plus rapidement vous répondre. Mais voilà, toute la direction de l'expertise de BPI France est à disposition pour essayer de répondre à vos questions et vous accompagner au mieux dans l'obtention de ces aides. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc il ne faut pas hésiter à poser vos questions en bilatéral si vous souhaitez des précisions. Merci beaucoup. Merci Julie, c'était parfait. Beaucoup d'informations, mais c'est important de les avoir. Vos conseils sont vraiment très précieux, surtout lorsqu'ils sont aussi concrets. C'est pour ça que c'était important de vous avoir ce matin. Donc merci beaucoup pour cette présentation à trois. Ce qui est également important, c'est le retour d'expérience et le témoignage de dirigeants d'entreprise, notamment ceux qui ont suivi un parcours de candidat. Alors, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir deux dirigeants de PME, lauréates du PIA 4. CleanSales, l'entreprise CleanSales qui évolue dans le secteur de la santé, et Adonis, une entreprise spécialisée dans les capteurs et solutions IoT. Olivier Boiteau, vous représentez la société CleanSales. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, Olivier Boiteau, je suis dirigeant et fondateur de la société CleanSales et aujourd'hui du groupe Clean Biologics. Donc, je vais essayer d'être assez rapide sur qui on est et puis notre projet pour rester sur ma dernière diapo. Elle est unique, mais c'est là qu'il y a le plus de choses à dire sur le retour d'expérience par rapport au dossier qu'on a déposé. Donc, le groupe Clean Biologics, c'est un groupe français composé de 3 entreprises aujourd'hui. Nos métiers, en fait, c'est d'être un sous-traitant de l'industrie biopharmaceutique pour le développement des médicaments innovants biologiques pour lesquels on va faire du contrôle qualité de produits pour la mise sur le marché, mais également de la production de petites séries pour des essais cliniques, évaluer la pertinence de ces médicaments-là.
Vous êtes allé un petit peu vite sur ma diapo, par contre, juste pour vous dire que c'était une entreprise aujourd'hui c'est un groupe d'un peu plus de 200 personnes. On va plus parler de Clean Sales, qui est l'entreprise à l'initiative de tout ce groupe aujourd'hui et qui, elle, a 21 ans d'expérience, qui fait 120 personnes et représente un chiffre d'affaires d'un peu plus de 12 millions d'euros pour l'année en cours. Donc, spécifiquement sur Clean Sales, sur la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc, c'est un laboratoire privé, prestataire de services, comme je vous le disais, qui est basé près de Nantes, plus précisément en Vendée, qui a un établissement pharmaceutique, dont les métiers sont de deux ordres, hein, contrôle qualité des produits biologiques et production de biomédicaments, et en particulier de bactériophages, qui sont des virus spécifiques des bactéries, donc des virus tueurs de bactéries. Pourquoi je vous précise ça? Parce que c'est l'objet du dossier que nous avons déposé, puisque c'est une nouvelle approche thérapeutique qui permet d'envisager de remplacer ou de potentialiser les antibiotiques pour lesquels les bactéries ont mis en place des résistances et qui posent un problème de santé publique. Donc nos métiers, c'est principalement un métier de biotechnologie et de biologie. Diapo suivante, s'il vous plaît. À moins que j'ai la main sur les diapos, je ne sais pas. Pas du tout, je pense pas. Donc, précisément, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle et on produit certains médicaments qui sont des médicaments biologiques, comme je vous le disais. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est tout ce que vous voyez là. Ce sont des anticorps thérapeutiques, des vaccins. Alors, nous ne faisons pas ces produits-là, nous ne les développons pas, ce sont bien nos clients qui le font. Des produits de thérapie cellulaire, de thérapie génique et des phages thérapeutiques également. Donc, et qu'est-ce qu'on y fait? On contrôle la qualité intrinsèque du produit et donc sa sécurité biologique pour éviter qu'elle vous rende plus malade. On fait du stockage qui est réglementé et pharmaceutique. On produit des banques de cellules et des banques de virus également pour pouvoir produire ces médicaments sur des sites de production pharmaceutique et des lots cliniques de bactériophages. Donc, je termine là-dessus parce que c'est ce qui est le plus important par rapport au projet qu'on a déposé, qui est le projet Phagoprod. Et le projet Phagoprod, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un projet pour lequel, alors, l'appel à projet pour lequel on a déposé ce dossier, c'est l'appel à projet soutien à investissement dans les secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie. Et donc, le projet, c'est le développement d'une plateforme de production pharmaceutique de ces fameux phages thérapeutiques. Donc, qui dit production en fait toujours en tant que sous-traitant pour le compte de nos clients qui sont au niveau international. Donc, tous les acteurs qui développent ce type de nouveaux produits thérapeutiques pour lequel on met à disposition notre établissement pharmaceutique, nos équipes, nos capacités à développer un procédé de production et la production pharmaceutique qui en découle avec toute la réglementation qui l'accompagne et les autorisations qu'on a, nous, obtenues et qui n'est pas nécessaire pour ceux pour qui on va développer les produits. Donc, c'est un dossier avec une enveloppe totale d'un peu plus de 5 millions d'euros, 5,6 millions d'euros, avec une aide obtenue de 1,3 million d'euros. En quoi se décompose ce projet? Il y a 3 grands World Packages. C'est la construction d'un module déplaçable, c'est important de le dire, parce qu'on peut être amené à le mettre sur un autre site de production. Ce qu'on appelle GMP, donc c'est les bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique, pour passer d'une échelle de production de 1 litre, qui peut vous paraître faible, mais dans ce type de produit, c'est déjà beaucoup, mais jusqu'à 100 litres. Donc, c'est des vraies montées en capacité de production en termes de volume. La deuxième partie, c'est d'aménager d'autres suites de production et de contrôle dans les bâtiments que nous avons actuellement pour renforcer nos capacités sur ce projet-là. Et ensuite, d'améliorer les procédés de production et de purification des produits eux-mêmes en travaillant avec un partenaire qui est Affilogix, qui a développé des produits qu'on peut intégrer dans nos process de production et le mettre à disposition pour nos clients. Donc, c'est vraiment là lié à cette partie-là très, très, très process par rapport à notre métier. Donc, pourquoi ce projet-là? Pour répondre à une menace mondiale pour laquelle, si on ne fait pas grand-chose, il va se passer des choses assez dramatiques, qui est la problématique d'antibiorésistance, puisqu'aujourd'hui, les antibiotiques ont un faible impact thérapeutique de
du fait de l'adaptation des bactéries à ces thérapies. Et donc, je pense que chacun d'entre vous, d'entre nous, a été confronté à ces problématiques-là où les antibiotiques ne sont absolument plus efficaces. Et il faut y trouver une alternative. L'alternative la plus probable aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces virus à bactéries. Encore une fois, ils sont totalement inertes pour les êtres humains, puisqu'on en a d'ailleurs plein notre organisme et notre microbiote intestinal. Donc c'est un produit biologique qu'on pourrait rattacher aux probiotiques d'ailleurs, et qui réglerait, si on arrive à développer des alternatives thérapeutiques, beaucoup de problèmes, puisqu'aujourd'hui l'OMS parle que si on ne fait rien dans ce domaine-là, je risque de faire peur un petit peu aux gens, mais en 2050, les infections bactériennes tueront pratiquement plus de gens que le cancer à l'heure actuelle. Donc c'est un vrai problème de santé publique pour lequel il faut agir aujourd'hui rapidement pour trouver des alternatives thérapeutiques efficaces. Donc, c'est quoi les grands axes? C'est un axe en santé humaine, bien entendu, pour trouver des nouvelles thérapies. C'est un axe en santé animale, puisque les problématiques d'antibiorésistance viennent avant tout, initialement, des élevages et autres problématiques. On a utilisé beaucoup d'antibiotiques de manière beaucoup trop importante. Et donc, ces produits-là auront aussi des applications dans ce domaine-là. Et c'est aussi dans les conservateurs en agroalimentaire pour les produits et éviter d'avoir les fameux conservateurs quelque chose qui sont sans doute pas aujourd'hui les plus inertes pour notre santé. Donc des applications assez nombreuses. Je vais passer très très vite là-dessus. Hein, c'est les attentes pour nous par rapport à ce projet. C'est de développer vraiment un département spécifique à ce produit-là. Avec des emplois à la clé, bien entendu, et une activité générée par rapport à cette activité-là qui est croissante sur un marché qui est en pleine mutation, en pleine croissance. Pour la région, c'est aussi la capacité à développer un pôle de recherche dans ce domaine-là. Donc, c'est quelque part aussi initier quelque chose, une démarche, une filière qui permet peut-être d'envisager la structuration d'une filière industrielle interrégionale de la phagothérapie, donc un ancrage local important. Et puis pour l'État, c'est aussi de pouvoir initier un domaine d'activité. Je vous parlais d'un marché embryonnaire, il y a très peu de choses qui sont faites à l'heure actuelle dans ce domaine-là. C'est vraiment le début de l'histoire, et donc de contribuer au début de l'histoire. Ce qui est intéressant, parce que dans ce domaine de la phagothérapie, l'inventeur, qui est Monsieur Derel, Félix Derel, est un chercheur français qui avait découvert la phagothérapie au moment de la guerre mondiale. Donc, cocorico, ça fait toujours du bien. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, là, c'est ma dernière diapo. Je pense que c'est là que c'est important qu'on y passe beaucoup plus de temps. On a déposé notre dossier. Donc, moi, il y a 3 enjeux. Trois points de retour d'expérience, hein, spécifiquement sur le dossier, sur ce qu'on peut faire comme action parallèle pendant qu'on rédige le dossier, et puis ce qui pourrait être amélioré par rapport à la façon, à la plateforme, à la façon de déposer le dossier. Pour le dossier, c'est avant tout de trouver des solutions en interne, mais pas uniquement, pour bien décortiquer les appels à projets, parce que là, il y en a eu énormément. Et la grande difficulté première, c'était de savoir à quoi on répond finalement. C'est quoi le bon dossier? Dans quel dossier on va rentrer vraiment dans les cases? Et si on ne fait pas le bon choix, peut-être qu'on prend un risque de pas avoir un financement, et c'est dommage. Donc ça, c'est important. Et sur ce plan-là, je pense qu'il est essentiel de s'appuyer sur des structures qui sont autour de nous. Alors, on n'a pas tous la chance d'être membre d'un pôle de compétitivité. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui en font partie. Nous, on a cette chance-là. On dépend du pôle Atlampol de thérapie dans notre secteur d'activité sur le Grand Ouest. Et au sein du pôle, on a une équipe, on a une personne en l'occurrence qui est des référents, qui connaît bien les appels à projets, qui décortique les appels à projets et qui nous permet de faire un premier tri,
et de nous dire, oui, là, par rapport à votre projet qu'on lui présente, cet appel d'offres peut convenir, celui-ci non. Donc, il nous oriente et ça nous permet de faire un choix. Il est vraiment très, très important ce travail parce que, encore une fois, si on ne le fait pas, on risque de se planter et d'être dans un appel à projet pour lequel le dossier ne correspond pas vraiment et du coup de ne pas mettre toutes les chances de notre côté financier. Donc un vrai travail avec le pôle. Alors le travail avec le pôle qui est le deuxième point, il ne s'arrête pas là. En fait, ça c'est que le début. Mais c'est important de pouvoir co-construire et co-rédiger avec les compétences qu'on a au sein des pôles. En tout cas, nous, c'est le cas. Pour pouvoir rédiger un projet qui soit bien ficelé, bien rédigé, qui répond bien au cahier des charges. Et ça, nous, au sein de l'entreprise, on n'a pas forcément toujours les compétences pour le faire de manière optimale. Donc, c'est important de s'appuyer sur ces structures-là. Entre les compétences qu'il y a au sein du pôle et l'équipe qu'on peut mettre en place au sein de l'entreprise, on doit pouvoir y arriver. Si l'entreprise est trop petite et qu'on ne peut pas le faire, je pense qu'il est quand même important dans ce cas-là de s'appuyer sur des cabinets qui ont cette compétence de monter des projets, des dossiers d'appel à projet, qui les connaissent bien, qui vont se rémunérer sur le site du projet. Alors, ça en fait moins pour l'entreprise, mais quelque part, je pense que c'est important aussi de se donner toutes les chances de réussir, parce que finalement, ça ne s'invente pas tellement, la rédaction de ces projets-là. On n'est pas toujours complètement équipé au sein des entreprises pour pouvoir le faire de manière optimale. Et si on ne le fait pas de manière optimale, clairement, on ne se donne pas les chances de réussir. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place absolument une équipe projet pour la rédaction, avec le pôle, avec des cabinets si on travaille avec eux, et au sein même de l'entreprise. Alors, nous, aujourd'hui, c'est une entreprise de 120 personnes, on a capacité à mobiliser des gens pour ces projets-là. C'est important d'avoir le financier, c'est important d'avoir, pour chez nous, par rapport au projet, la personne en charge des infrastructures et des équipements pour toute cette partie-là. C'est important d'avoir une personne de la direction sur toute la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est vraiment le montage d'une équipe projet. Et si on n'a pas cette équipe projet, moi, je pense qu'on rate complètement la rédaction du dossier et on n'a aucune chance d'y arriver. Une fois que c'est que chacun a bien compris quel était son rôle, il est essentiel de le coordonner de manière hebdomadaire. Parce que finalement, entre le moment où on décide de rédiger le projet et le moment où on va le déposer, c'est une course contre la montre. On a rarement trop de temps pour le faire. Et donc, il est vraiment extrêmement important qu'on fasse un point. En tout cas, nous, on a mis en place un point hebdomadaire. Il était essentiel parce que je pense qu'on n'aurait jamais pu déposer un projet correct en temps et en heure sans ça. C'est de s'autoriser quand c'est possible, mais en général c'est possible, c'est dit précédemment par Julie, d'échanger avec BPI parce que ils sont tout à fait ouverts à répondre aux interrogations qu'on a pour répondre de manière optimale. Donc ne pas hésiter à échanger avec eux, soit sur des mails communs, soit sur certains appels à projets ou appels à manifestation d'intérêt avec des interlocuteurs bien identifiés qui très honnêtement répondent vraiment très rapidement. Donc ça, c'est vraiment se l'autoriser parce que je pense que c'est important d'avoir ces précisions à ce moment-là. Après, c'est trop tard. Un point important, ne pas attendre la dernière heure. Je précise bien la dernière heure parce que c'est souvent ce qu'on fait pour déposer le projet lorsqu'il y a une date limite. Parce que c'est vraiment prendre le risque, un, de se rendre compte qu'on a oublié quelque chose, et là, c'est trop tard, et deux, d'avoir des sacrés bugs sur la plateforme, parce que comme on est tous dessus, et ça plante complètement, et là, tout le monde est en panique, et on se dit, on va pas y arriver, ça fait un mois qu'on est sur le dossier, et on est en train de se planter. C'est flippant, donc pour éviter ce stress qui est totalement inutile, on va peut-être l'anticiper de 24 heures et là il y a beaucoup moins de monde. Alors je sais pas si Julie, je crois que je la vois sourire, donc c'est sans doute quelque chose qui revient souvent, mais c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème et finalement on est tous pareils, on a du mal à le faire 24 heures avant.
Si vous pouvez, faites-le parce que vraiment, ça évite une sacrée sueur froide au moment du dépôt. Justement, pour éviter ça, c'est se débarrasser aussi des documents purement administratifs dès le début. On les voit, on se dit, bon, ça, c'est pas grave, on le fera après. Et puis finalement, ils viennent s'ajouter à tout le reste à la fin. Et on aurait pu les traiter de manière tout à fait efficace et rapide dès le début et les déposer. Et puis comme ça, on est débarrassé. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Si on devait redéposer un dossier, on commencerait par cela pour s'en débarrasser. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes qui reviennent quand on redépose un projet. Donc gardez-les d'un projet à l'autre, ils peuvent toujours servir. Action parallèle. Alors, je ne vais pas parler de lobbying, parce que ça, c'est pas ça. Mais ce qui est important, au moment où on dépose le dossier il a souvent du sens aussi. Et donc, les pays et les régions, il y a beaucoup d'interactions. Nous, on a présenté nos projets aux élus de la région en même temps qu'on était en train de le rédiger. Pourquoi? Parce qu'il était important, d'une part, de leur expliquer notre projet et d'autre part, de savoir si ce projet-là, il avait vraiment du sens au niveau de la stratégie de développement de la région et s'il était soutenu. Et dans ce cas-là, c'est une autre façon de l'expliquer parce que finalement, le projet très cadré qui répond à un appel d'offres, il y a le cadre et on l'explique d'une certaine façon. Aux élus de la région, on peut leur expliquer avec nos mots, avec nos tripes, avec notre engagement, avec toutes nos convictions, pourquoi on fait ce projet-là, en quoi il a du sens et qu'est-ce qu'on veut faire derrière. Et ça peut permettre aussi, lorsque BPI et les régions ont des échanges, d'avoir des points de clarification, d'explication qui permettent peut-être de donner un petit point d'appui, un petit point de précision qu'on a peut-être eu du mal à faire passer dans le dossier et qui pour autant a beaucoup de sens. Donc ça, nous, on s'est autorisé vraiment à le faire et je ne crois pas que ça puisse changer la face des choses sur le dossier, mais ça peut en fin de compte apporter quelques points de clarification pour BPI ou pour ceux qui vont instruire le dossier si nécessaire. Donc ça, c'est un point important aussi. Alors après, ce qui pourrait être amélioré, et dans mon propos, c'est pas de dire que ce qui est fait n'est pas bien, mais forcément, le cadre, il répond à plein d'appels à manifestation d'intérêt, à plein d'appels d'offres, et donc il est assez général. Et on a parfois du mal à se dire, tiens, par rapport à mon projet, est-ce que là, je rentre dans les cases ou pas? Donc il y a une vraie simplification qui pourrait être faite sur la plateforme de dépôt. Et la plateforme de dépôt, nous, pour avoir redéposé un autre dossier assez récemment d'un appel à manifestation d'intérêt après audition, moi, je ne sais pas si si tous les fichiers que j'ai téléchargés ils sont passés. Parce que ce n'est pas très clair sur la plateforme. Et donc, là aussi, c'est un peu stressant. On ne sait pas si c'est passé. Et donc, la plateforme, elle n'est pas si intuitive que ça. Elle n'est pas si simple que ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller vous confronter à cette plateforme bien avant pour pouvoir vous dire au moment où vous déposez le dossier, je suis à l'aise, je la connais, je sais où aller chercher les choses, mais il y a sans doute des améliorations à faire sur cette plateforme-là et ça c'est normal parce qu'elle est assez généraliste et des fois on se dit cette case-là, elle ne me correspond pas au projet et pour autant il y a la petite astérisque qui va bien, donc il faut mettre quelque chose et c'est pas toujours simple. Et puis la grosse simplification qui pourrait être faite, même si j'entends que pour ceux qui instruisent les dossiers, ils ont des choses communes et pour eux c'est simple, et ils ont leur données. Vraiment les tableaux, ils sont complexes à remplir, les tableaux financiers, et on n'est pas toujours à l'aise par rapport aux différents dossiers qu'on va présenter. On ne sait pas trop si la case est bonne, on ne sait pas trop si on doit remplir ceci, si on doit remplir cela. On sait pas, on n'est pas super à l'aise sur les tableaux parce qu'il y a plein de cases vides qu'on ne sait pas remplir. Et honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait simplifier ça, mais sans doute qu'un retour d'expérience entre BPI et ceux qui ont déposé des dossiers
en fin d'année peut être utile. Mais en tout cas, nous, notre service financier, il a eu pas mal de difficultés à remplir ce qui est là, beaucoup d'interrogations, et ça, c'est une vraie complexité pour nous. Bon, pour autant, ça se fait. Anticiper, c'est vraiment le mot d'ordre, parce que quand on attend la dernière minute, c'est un peu tendu. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais. Merci beaucoup, Olivier, pour ton témoignage très intéressant, mais aussi, je pense, très utile pour l'ensemble des gens qui nous suivent. Je passe à Jean-Luc Baudouin. Vous travaillez dans un tout autre domaine, celui des capteurs et des solutions IoT. Merci d'être venu partager votre expérience de candidat, puis de lauréat de la stratégie d'accélération sur la 5G. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, c'est bon. Ah, ok. Je voyais que c'était. Ok, bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Donc, je suis Jean-Luc Baudouin, je suis directeur général adjoint de la Nice. Et effectivement, on a déposé un dossier. D'ailleurs, vous voyez, je n'ai pas changé le slide. L'oral, c'était le 29 avril 2021. Donc, j'ai récupéré quelques slides de ça. Donc, c'était sur la stratégie d'accélération sur la 5G. Je reviendrai un peu sur les bonnes pratiques, les choses, etc. Je prends juste 5 minutes pour vous dire qui on est, ce qu'on fait. Donc, si tu peux passer le slide suivant. Donc nous, on est une PME, on existe depuis 20 ans, on est à Grenoble. On est des spécialistes de la radio, on va dire, des systèmes embarqués, des systèmes connectés. Et donc, on fait des objets connectés, on est dans le monde de l'IoT, et ce, depuis très longtemps. On est rentré en bourse en octobre 2017. On fait un chiffre d'affaires autour de 6 millions d'euros. Et notre marché principal, c'est le marché des bâtiments connectés. Donc, en fait, on travaille avec ce qu'on appelle les facility managers d'Alkia, Engie, Cofeli en France et leurs équivalents à l'étranger. L'idée pour nous, c'est de fournir des produits communicants qui permettent d'assurer, on va dire, la gestion optimale de l'énergie dans les bâtiments, la gestion optimale de la qualité de vie dans les bâtiments, j'ai envie de dire, donc qualité de l'air, donc la pollution, contrôle de la pollution, qualité thermique, qualité de la lumière, etc. Et troisième point, des produits permettant la gestion technique des installations d'un bâtiment. Donc, quand on parle de bâtiment, nous, c'est un CHU, un campus, une grande tour à la Défense, ce type de bâtiment qui représente 44% de l'énergie consommée en France et dans les pays du même type que la France. Voilà, donc nous, notre chemin, on va dire, de développement depuis 20 ans, c'est d'intégrer des nouvelles technologies de connectivité pour pouvoir réaliser les use cases qu'on ne savait pas faire à la génération précédente. Donc peut-être tu peux passer suivant, je me souviens plus ce que j'ai mis après. Bon, voilà. Donc, juste pour dire que nous, on a eu une forte ambition sur nos marchés. Et c'est pour ça qu'on allait chercher du support. Vous allez voir ce que j'entends par support. Il y a support financier, mais pas que. Notre ambition, c'est ça, c'est d'être le leader européen des objets communicants pour l'industrie, à travers des produits plus intelligents, intégrant des nouveaux protocoles. Et les technologies aujourd'hui de la 5G, ce sont des technologies sur lesquelles on veut se positionner, comme on l'a toujours fait à chaque génération technologique. Sauf que là, j'ai envie de dire, on joue un peu dans la cour des grands quand on est sur ce domaine-là, de la 5G, et on a eu besoin d'aller chercher du support, on va dire. Voilà. Le projet que l'on a défendu sur cet appel et manifestation d'intérêt, tu peux revenir au précédent. Ouais. En fait, on va développer 6 produits et 2 plateformes digitales pour assurer les use cases dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un projet qui démarre, donc T0, c'était début du mois de septembre. Donc on en parlera tout à l'heure, mais nous on a déposé le dossier en janvier, on a fait l'oral en avril, et notre T0 c'est là en septembre. Et c'est un projet qui va durer 24 mois. L'assiette de dépenses financières de ce projet, c'est 1,4 million. On a obtenu un peu plus de 600 000 euros de financement. Je l'ai écrit peut-être quelque part après, je ne sais plus.
Une grosse partie de l'entreprise va travailler sur ce sujet-là. Vous avez vu 14 personnes et plein de partenaires divers et variés pendant 2 ans avec nous. Ça fait à peu près 14 personnes plus des partenaires. Et effectivement, ça c'est important aussi dans les dossiers que l'on dépose. On va embaucher à peu près 11 personnes dans les 4 prochaines années sur les 35 que l'on est sur ce projet-là. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, hein. C'était juste expliquer pourquoi on allait vers la 5G, ce qu'on en attendait. Enfin, grosso modo, c'est une techno prometteuse en termes de résolution de use case qu'on ne savait pas résoudre jusqu'à présent et qui nécessite en fait un écosystème à la fois de produits, ça c'est ce qu'on sait faire, de plateformes digitales, d'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a tout un écosystème technique qui nécessitait, on va dire, un appui à la fois dans la prise de risque et dans les moyens dégagés de BPI et des pouvoirs publics. Ok, donc j'ai un dernier slide qui est très, très formel, qui répond à des questions, mais c'est plus un support pour illustrer un petit peu les bonnes pratiques et comment ça s'est passé pour nous. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je l'ai dit, hein. C'est qu'en fait, on veut partager les risques, en fait. Les risques d'investissement sur une techno et sur un marché émergent. La techno de la 5G, vous en entendez parler, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, sur cette filière. Et donc, et en plus, c'est une technologie complexe à plein de niveaux. Donc, en fait, il y a un vrai risque à investir pour une boîte comme la nôtre, de notre taille, sur ces technos-là. Et en plus, les use cases sur nos marchés du bâtiment, même si tout le monde a envie d'y aller, ils sont aussi émergents. Donc en fait, il y a une forte part de risque pour nous d'aller sur cette techno-là. Donc l'idée, c'était de partager ce risque avec BPI et puis le ministère de l'Industrie, hein, quelque part. Autre élément important d'intérêt pour nous, c'était apporter à Adonis de la visibilité. On va dire une plus-value de réputation dans notre écosystème. Et ça, je peux vous dire que ça fonctionne, puisque depuis qu'on est lauréat et qu'on a eu en plus on a eu la chance, j'ai eu la chance d'aller à Bercy faire la conférence de presse avec Anne Pannier-Runacher et Cédric O pour le lancement des premiers lauréats de la 5G. Donc il y a eu je dirais une capacité à communiquer super forte. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le pupitre, j'ai invité les ministres à venir nous voir quand ils passeraient sur Grenoble. Et ils nous ont pris au mot, ils sont passés il y a 15 jours dans nos locaux. Enfin, Cédrico est passé il y a 15 jours dans nos locaux. Donc, en termes de communication vers notre écosystème, nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, c'est hyper important pour nous. On a pas mal de commandes qui sont déjà arrivées grâce à ça. En ce moment, vous êtes tous au courant de la crise des composants et de la supply chain mondiale. J'ai envie de dire, toutes les semaines, on doit défendre nos positions en termes d'achat. Et aujourd'hui, amener cette carte-là, dire, vous voyez, l'État français a investi sur Adonis, donc donnez-nous la préférence dans la livraison des composants électroniques, bah, ça fonctionne aussi. Donc, c'est déjà un levier important de ce point de vue-là. Le troisième, c'est comme je disais, l'écosystème de la 5G, il est très vaste. Il y a des opérateurs, il y a les équipementiers, il y a les gens qui font du traitement de données. Et en fait, cet écosystème-là, on y rentre plus facilement grâce à la lauréatisation, si je peux dire, de notre projet. Là, je cite par exemple un consortium qui lui aussi est aussi lauréat. Donc c'est BACLAB 5G, c'est Bouygues Télécom, Dalkia et Accenture. Donc en fait, à travers les lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt, on est en train de travailler ensemble. L'idée pour l'État français étant de mettre en place une filière de 5G qui soit solide. Et donc ça nous permet ça. Donc les taux de subvention, bah, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est autour de 650 000 € sur 1,4 million. Donc 450 000 € en subvention et le reste en avance remboursable. Nous, par rapport à ce que vous disiez, Julie, on est sur de l'expérimental en fait. Voilà. Donc, alors quel taux de succès? Ça, c'est un peu un retour d'expérience qui est important.
c'est qu'en fait, on en a déposé d'autres. En fait, depuis 3 ans, on dépose des projets, on va dire, dans l'esprit de la 5G, on va dire. Depuis 3 ans, à chaque fois, on arrive au pied du podium, des 2 dernières années en tout cas, sans transformer l'essai. Et cette année, on a transformé l'essai. Ça veut dire que finalement, on a toujours été à l'oral, on a toujours posé des dossiers, et ça n'a pas fonctionné jusqu'à cette année. Moi, ce que je vois, ce que je pense, c'est qu'en fait, il y a une sorte de relation qui se crée entre BPI, la Direction générale des entreprises, au ministère de l'Industrie, qui fait que finalement, d'année en année, d'interaction en interaction, on apprend à se connaître. Et en particulier, BPI apprend à nous connaître, nous, qui on est à Denys. Et pour avoir discuté avec les gens de BPI et de DGE, finalement, ils nous ont dit, nous, en fait, on vous suit depuis 3 ans, on voit votre trajectoire, on voit la cohérence de votre trajectoire, on voit ce que vous faites. Et aujourd'hui, on a confiance et on a envie d'investir chez vous. Donc, en fait, je pense que ça, c'est un message de ténacité, en fait. C'est pas parce que vous déposez un dossier et que ça marche pas, parce que ça marche pas du premier coup, que en fait, vous réussirez pas dans 1 ou 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est que nous, donc on a fait un premier dépôt il y a 3 ans. On est allé à l'oral et puis ça s'est arrêté là. L'année suivante, on s'est dit, bon, on va se faire accompagner de sociétés dont c'est le métier de faire ces dossiers. Alors en fait, on n'est pas parti avec des gens qu'on ne connaissait pas, on est parti avec la société qui travaille avec nous sur le CIR. Donc des gens qu'on connaît, qui nous connaissent bien, qui connaissent nos produits, qui ont l'habitude de faire ce type de dossier. On a travaillé avec le pôle de compétitivité grenoblois qui s'appelle Minalogic. Ça, c'était donc il y a 1 an. Et donc, on a monté un dossier qui a été fait par des professionnels, qu'on a labellisé auprès de Minalogic. Donc, on a vraiment mis on pense en tout cas, toutes les chances de notre côté. Ça n'a pas fonctionné. OK, bon. Donc, cette année, on l'a refait et on l'a fait par nous-mêmes. Alors, on l'a fait par nous-mêmes, sans doute basé sur ce qu'on a appris les années précédentes. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien de travailler avec des sociétés qui ont l'habitude de faire ce type de dossier. Ce serait compliqué de le faire. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qui a fonctionné, c'est l'interaction régulière avec BPI et la DGE. On peut parler de ça de lobbying, mais c'est même pas comme ça que je le vois. C'est qu'en fait, on a eu de nombreuses interactions avec BPI et de nombreuses interactions avec la DGE. Quand je dis nombreuses, c'est 4-5 fois on s'est appelé. À chaque fois, ça a duré 5 minutes ou 10 minutes. Mais en fait, on a toujours été en contact à des moments clés de réalisation du dossier, de dépôt, avant l'oral, des choses comme ça, qui a permis en fait d'abord de se connaître, parce que finalement, à la fois BPI, à la fois la DGE, c'est pas l'administration au sens caricatural où on peut l'imaginer, c'est-à-dire une espèce de bâtiment fermé dans lequel il y a des gens qui regardent des dossiers. En fait, c'est des humains. Moi, j'étais en contact avec les mêmes personnes. On se parle, on apprend à se connaître. Et ça, je pense que c'est un facteur clé de succès vachement important qu'il ne faut pas négliger. C'est en fait de l'ajustement mutuel, en fait. On explique nos problématiques, ils expliquent, eux, ce qu'ils veulent financer, ce qu'ils veulent pousser en avant dans l'industrie française. Donc voilà, on arrive à trouver vraiment une interaction forte entre leur vision des choses, ce qu'ils veulent financer et nous, où on veut aller. Et donc ça, en fait, c'est plus important pour moi que de déléguer d'une certaine façon la rédaction du dossier à une société dont c'est le métier. Donc, il y a 2 ans, si on avait délégué, comme on l'a fait, le dossier à notre société du CIR et qu'on avait organisé ces interactions, je pense que ça aurait fonctionné. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon retour d'expérience important. Ils sont hyper disponibles, à la fois les gens BPI et DGE pour nous. J'ai trouvé des gens très à l'écoute, très, très réactifs. On envoie un mail, ils répondent avec leur 06, on s'appelle, on fait 5 minutes de call, et voilà. Et on le fait régulièrement. Donc ça, j'ai trouvé vraiment... voilà, ils sont disponibles.
et je pense qu'il faut vraiment en profiter là-dessus. Effectivement, préparer le dossier, j'ai écrit 65 pages. Oui, effectivement, c'est conséquent. Oui, avoir une équipe projet, c'est important. Nous, l'équipe projet, ça a été grosso modo moi qui ai pris les choses en main complètement avec le DAF sur les aspects financiers. Et moi, j'ai fait beaucoup de revues internes, beaucoup de partages, parce que c'est aussi quand on monte un projet comme ça, l'idée, c'est quand on a le go, que l'entreprise soit déjà dans le projet et qu'il y ait déjà un partage au niveau de l'entreprise sur là où on veut aller. Donc, c'est aussi l'occasion, dans le dépôt du dossier, de créer les conditions du changement, en tout cas au sein de l'entreprise. Jean-Luc, désolé, j'ai le mauvais rôle. Je suis obligé de vous Ouais, trop demander tard, ouais. Ok. En fait, j'ai dit à peu près ce que je voulais, même retour que l'interlocuteur précédent sur la plateforme, qui est quand même vachement pas intuitive. Là, encore une fois, les gens de BPI ils sont dispo. Il y a une ligne, un téléphone vert là, au moment du dépôt, qu'on a utilisé un peu en mode panique la veille. Il y a des trucs, j'ai toujours pas compris les mécaniques. Bon, au final, on a réussi à poser, je crois, tous les documents, mais c'est hyper stressant en fait. Donc, vraiment, l'idée de s'y prendre 2 jours avant et d'avoir bien l'interlocuteur au cas où vous n'y arrivez pas, vous appuyez 10 fois sur le bouton, ça marche pas. Ça, c'est important. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc. C'est important d'avoir votre témoignage puisque vous montrez que pour une entreprise de 30 personnes, c'est possible et que c'est pas réservé aux seules grandes entreprises. Donc, merci beaucoup pour ça. Le moment est venu de conclure ce webinaire. J'accueille Christophe Beau, qui est directeur général du mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Monsieur Beau, merci beaucoup d'avoir accepté de conclure ce webinaire et de nous porter vers quelques perspectives. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous. D'abord, j'ai été connecté pendant tout votre webinaire et je dois dire que c'était extrêmement intéressant, en particulier les expériences très concrètes dont ont pu nous faire part les dirigeants de Biologis et d'Adonis. On touche bien du doigt les difficultés concrètes des dossiers que vous avez à remplir, les différents interlocuteurs avec lesquels vous avez à discuter. Donc, je pense que c'est utile de partager, comme vous l'avez fait, vos expériences et puis d'avoir ainsi les bonnes pratiques qui sont diffusées le plus possible entre les entreprises qui sont concernées. Moi, je voudrais juste souligner à la fin de ce webinaire quelques paradoxes français quand même, parce que on est les champions du monde pour battre notre coulpe, alors que quand même, il y a des indicateurs qui sont bien orientés du côté de la French Tech. Les investissements étrangers en France n'ont jamais été aussi importants. On a célébré la semaine dernière des IPO historiques dans le secteur de la tech, avec des entreprises françaises qui sont venues se faire coter et qui ont levé beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc tout ça est quand même positif, il faut le dire. On a gagné aussi 10 places dans le classement des pays les plus innovants. C'est un classement qui est fait par l'OMPI. Alors ça c'est le côté positif de la force. Il y a le côté sombre de la force, c'est bien sûr que même si on a gagné 10 places, on n'est quand même que à la 11e place, ce qui n'est pas très très fortiche pour la 6e ou la 7e économie du monde. Et puis, il y a ce mal français de circuit administratif compliqué et assez cloisonné. Alors, je pense que le PIA, dans ses différentes moutures, 1, 2, 3, 4, a quand même amélioré les choses. D'ailleurs, je voudrais saluer les secrétaires généraux qui sont là avec nous ou les directeurs de programme qui œuvrent à la mise en œuvre de ce programme. 80 milliards d'euros en une dizaine d'années, c'est quand même considérable. Donc voilà, il y a quand même des choses sur la table qui permettent de cristalliser les projets des entreprises et de faire en sorte qu'on avance. Voilà, donc mon sentiment, c'est qu'il y a à la fois du bon et du moins bon et que, évidemment, il faut essayer de corriger les défauts. Et vous le faites sur le terrain avec BPI France, avec tous les acteurs qui sont concernés. Si on se projette un petit peu vers l'avenir, il y a des choses intéressantes devant nous.
Bon, d'abord, il y a le plan France 2030, dont on attend tous avec impatience quelle sera la volumétrie, quels seront les secteurs sélectionnés pour avoir cet argent public qui viendra compléter les choses et qui, en termes temporels, va être un peu en overlap avec le PIA 4, mais ça, c'est pas très très grave. S'il y a plus d'argent qui est canalisé vers les bons investissements et les bonnes filières, c'est évidemment bien pour tout le monde. Mais si on se projette encore un tout petit peu plus loin, on voit bien qu'il faut qu'on œuvre davantage. J'ai pas entendu beaucoup le mot Europe en fait dans ce webinaire, et c'est assez symptomatique en fait de notre approche française sur les sujets de la tech et l'innovation en général. C'est qu'on essaie de faire avec nos moyens, qui sont bon, significatifs, mais évidemment qui ne se comparent pas aux moyens américains ou chinois. Et on oublie parfois d'aller chercher des financements dans les projets cross-border européens, dans les écosystèmes qu'essaie d'animer Thierry Breton, etc. Alors, vous l'avez dit les uns les autres, c'est déjà assez difficile comme ça de remplir des dossiers de 70 pages et autres pour obtenir des financements français. Donc, s'il faut en plus se débrouiller dans le dédale bruxellois, c'est encore plus compliqué. Mais justement, c'est aux administrations du ministère de l'Industrie, c'est aux acteurs intermédiaires tels que BPI France, etc., de faire la passerelle avec ces financements européens. Mais il y a une chose qui est sûre quand même, c'est que si on veut, dans certaines filières stratégiques, faire le break, je pense en particulier à l'hydrogène, ou je pense au nucléaire miniaturisé, je pense aux biotechnologies, etc., on ne le fera pas tout seul à l'échelle française, c'est évident. Donc il faut que les startups françaises soient en résonance avec un écosystème plus vaste, sinon on n'y arrivera pas tout seul. D'où la question qui se pose quand même, qui est un peu au-dessus de nos têtes, un peu comme en suspension pour l'instant, c'est la question d'une éventuelle DARPA européenne. Bon, c'est un débat que vous connaissez tous. Alors, il ne s'agit pas de vouloir créer une nouvelle administration, parce que ce que j'ai entendu dans le tour de table, c'est quand même qu'on crève de toutes ces procédures, donc il ne s'agit pas d'en rajouter une, bien sûr, mais d'avoir un outil qui fédérerait mieux à la fois les besoins exprimés par les acteurs de l'économie et puis en même temps les moyens de financement divers qui peuvent exister, qu'on peut mobiliser. Ça peut être une piste intéressante. C'est pas vraiment à l'ordre du jour de la PFUE, enfin de la présidence française de l'Union européenne du prochain semestre, parce que la temporalité ne permet pas ça. Enfin, la présidence tournante de l'Union européenne, on croit qu'on va pouvoir porter des dossiers en 6 mois, mais en réalité, on ne fait qu'écluser les dossiers qui précèdent et en préparer d'autres pour l'avenir, mais il y a assez peu de choses qui sont cristallisées dans 6 mois de présidence. En revanche, ça peut être un sujet qu'on met tous ensemble sur la table pour l'élection présidentielle, de manière à ce que le futur chef de l'État ou l'actuel reconduit en fasse un élément de sa politique européenne dans les années qui viennent. En tout cas, il y a encore des choses à faire et à mettre en résonance. Voilà, et les moyens sont là, les liquidités sont là. Les investisseurs n'ont jamais autant cherché de placements intéressants et rentables pour leurs liquidités. Donc, il faut trouver le bon matching entre les bons projets et les financements. Voilà, bon, je ne vais pas aller tellement plus loin ce matin, simplement pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire, remercier France Industrie qui l'a organisé, remercier les représentants de l'État et des différents services concernés qui sont venus s'exprimer, ainsi que BPI France, bien sûr. Qui j'oublie, je reprends ma liste des participants quand même. Et puis bien sûr la DGE, du ministère de l'Industrie, mais surtout les acteurs du terrain, les chefs d'entreprise qui se sont exprimés, qui ont partagé leur expérience évidemment essentielle. Voilà, et donc avec France Industrie et avec France Relance, avec tous les acteurs publics et privés, on réorganisera s'il le faut d'autres webinaires de ce type-là dans les mois qui viennent, de manière à bien partager les expériences. Merci beaucoup, merci à tous. Je conclue également en remerciant tous nos partenaires qui ont permis d'organiser ce webinaire, donc l'Association française des pôles de compétitivité, l'Association des sociétés de recherche sous contrat, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, le Comité Richelieu, le réseau CTI, France Innovation et le MEDEF. Voilà.